Les peuples dignes et résilients du Sahel lui seront reconnaissants pour son leadership, son engagement sans faille et le brio avec lequel il a porté haut les idéaux de la Confédération durant ce mandat, en dépit du contexte d'adversité sans précédent que j'ai évoqué plus haut. Mesdames et messieurs, la souveraineté à laquelle aspirent les peuples de l'AES est loin d'être un slogan. C'est un sacerdoce, un engagement quotidien qui se traduit par des actes concrets au niveau de tous les pans de la vie nationale. Elle répond à une vision stratégique clairement exprimée à travers le processus de refondation en cours dans l'ensemble de la Confédération. Le combat que mène l'AES est un combat pour la renaissance africaine. Il porte en lui les germes d'une Afrique libre et souveraine dont l'AES est l'embryon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va analyser un discours fondateur, celui du président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, devant la Confédération des États du Sahel. C'est un discours fort, clair, qui trace la ligne de cette nouvelle alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Moi, en tant qu'Africain convaincu de la nécessité de cette souveraineté, je vais décortiquer avec vous les points clés de ce discours. On va voir ensemble pourquoi ce discours est historique, quelles sont les vérités qu'il assène, mais aussi les énormes défis qui se dressent devant cette ambition. C'est parti. Les décisions qui concernent nos peuples se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral, par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux générations futures et que nous devrons. Ce premier extrait n'est pas une simple introduction. C'est la pierre angulaire, une déclaration fondatrice de tout le projet porté par la Confédération des États du Sahel. Quand le président Tiani affirme, je cite, « Désormais les décisions qui concernent nos peuples se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey et nulle part ailleurs », il trace une ligne géopolitique d'une clarté absolue. Cette phrase, ce n'est pas qu'un principe, c'est un acte de rupture, une rupture assumée avec un ordre postcolonial où les orientations stratégiques, économiques et souvent sécuritaires étaient influencées, voire dictées depuis le capital étranger. Il dit en substance, l'ère du tutorat est close. Ensuite, il élargit cette vision dans le temps en parlant du plus grand territoire que nous puissions léguer aux générations futures. Il inscrit cette souveraineté retrouvée dans une dimension historique et sacrée. Ce n'est plus seulement une politique du présent, c'est un héritage à construire et à transmettre. Le territoire n'est pas qu'un espace géographique, il devient le support tangible de cette souveraineté reconquise, un bien précieux qu'il faut garder jalousement. Ce double message est puissant. À l'adresse du peuple sahélien, c'est un rappel à la fierté et à la responsabilité. Ce sol, cette décision, votre avenir, vous êtes désormais le premier et les ultimes architectes. À l'adresse des anciens puissants tutélaires, c'est une notification sans équivoque. Votre temps de décider à notre place est révolu. La légitimité réside ici et seulement ici. Ainsi, dès ces premières phrases, le fondement de la Confédération est posé. Il ne s'agit pas d'une simple alliance de circonstances. Il s'agit de l'acte de réappropriation collective d'un destin. La souveraineté proclamée à Niamey, à Bamako ou à Ouagadougou n'est pas un slogan. C'est le préalable non négociable à tout le reste, au développement, à la sécurité, à la dignité. C'est le point zéro à partir duquel le discours et surtout toutes les ambitions de l'AES va se déployer. Pour nos pays, Inch'Allah. Désormais, les décisions qui concernent nos peuples se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral, par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux générations futures et que nous devrons tous garder jalousement. Notre conviction est qu'il n'y a pas de progrès
il n'y a pas de développement sans indépendance véritable, sans souveraineté pleine et entière. Il n'y a pas de précédent historique d'un pays sous domination qui a réussi à se développer. Seuls des États véritablement souverains élaborent des politiques publiques à même d'impulser le progrès et le développement. Ce que nous avons fait, c'est de mettre un terme à tous les contrats léonins et engagements biaisés qui ne font que dans le sens des intérêts de nos États et de nos populations. Désormais, les seuls contrats que nous motivent sont ceux qui préservent les intérêts de nos pays. Dans cette séquence, le président Tchani passe du principe à la démonstration et touche au cœur du problème historique de l'Afrique. Il établit le lien fondamental et indissociable. Pas de vrai développement sans souveraineté pleine et entière. Son argument est d'une force implacable, basé sur un constat historique. Quand il déclare, je cite, « Il n'y a pas de précédent historique d'un pays sous domination qui a réussi à se développer ». C'est une phrase qui résonne comme un coup de gong. Elle résume des décennies, voire des siècles de frustration pour le continent. Il dit « Toute forme de tutelle extérieure, même déguisée en partenariat, est par essence un frein à notre épanouissement. Le progrès authentique ne peut être que l'œuvre d'un État véritable, libre de ses choix. » Et c'est là qu'il devient concret, touchant. Il annonce la fin des contrats léonais, ces accords déséquilibrés et des engagements biaisés. Cette expression n'est pas anodine, elle est accusatrice. Elle désigne clairement les anciennes relations comme étant structurellement injustes, conçues pour drainer la richesse ailleurs. Le nerf de la guerre est identifié, le contrôle des ressources et des thèmes de leurs exploitations. La nouvelle doctrine est alors posée avec une simplicité révolutionnaire. Désormais, seuls les contrats qui préservent les intérêts de nos pays sont valables. C'est un renversement total de logique. On ne parle plus de ce que l'autre propose, mais de ce que nous avons besoin. Cette annonce n'est pas qu'une mesure économique, c'est l'acte de naissance annoncé d'une souveraineté économique. Mais le président Tchani est un réaliste. En posant cet acte, il sait qu'il touche aux intérêts des plus puissants. C'est précisément ce point, cette reprise de contrôle sur la richesse nationale qui va susciter l'adversité la plus féroce. Il prépare ainsi son auditoire au combat inévitable qui suit, car toucher au portefeuille de l'impérialisme, c'est déclencher sa plus forte résistance. Comprenez bien que dans ces conditions, nous ne pouvons que nous attendre à l'adversité de ceux qui, par le passé, décidaient pour nos pays, de ceux qui ont pillé nos ressources, ainsi que de tous ceux qui profitent de cette situation, citoyens africains ou personnes étrangères à notre espace. C'est ainsi qu'il faut expliquer leur acharnement à nous combattre et leur détermination à briser notre élan pour nous soumettre. C'est ainsi qu'il faut expliquer la guerre de communication qu'ils livrent dans le but de discréditer nos institutions et leurs dirigeants, de saper le moral de nos troupes résolument engagées au combat, de créer des conflits intercommunautaires. C'est ainsi qu'il faut enfin comprendre les tentatives d'isoler telle ou telle localité, de couper l'approvisionnement de telle autre entité, de saboter ou détruire les installations économiques de nos pays. En somme, tout est mis en œuvre par ces puissances impérialistes, notamment la France, assistée de ces supplétifs locaux pour susciter le chaos et justifier une intervention extérieure. Là, le président Tchani devient stratège et accuse. Il décrit la boîte à outils de l'impérialisme moderne face à une rébellion souverainiste. Analysez bien la séquence. La guerre de la communication pour discréditer les institutions. On l'a vu à l'œuvre partout. La tentative de saper le moral des troupes. C'est une guerre psychologique. La création de conflits intercommunautaires. Le vieux divisé pour régner. Le sabotage économique. Couper l'approvisionnement, détruire les installations. Son diayotype est que l'objectif final est le chaos pour justifier soit une intervention, soit un changement de régime par un mécontentement populaire orchestré. Il nomme clairement la France et ses supplétifs locaux. C'est une charge très dure, mais qui correspond à la perception d'une grande partie de la population sahélienne. Il légitime ainsi par avance les difficultés à l'avenir. Si ça va mal, c'est à cause de leurs manœuvres. Cependant, toutes ces manœuvres perfides ont échoué et échoueront toujours, Inch'Allah. Car elles trouveront en face des peuples sahéliens dignes, vigilants,
résilients et encore plus déterminés à prendre leur destin en main. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la Confédération AES a intégré toutes ces données en même temps qu'elle a tiré toutes les leçons de notre histoire ancienne et récente. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle nous avons créé cette confédération qui suscite tous les espoirs et qui nous donne entière satisfaction pour avoir réalisé. Face à l'adversité qu'il vient de décrire, le président Tchiani opère un virage essentiel. Il passe de la description des menaces à la construction de la riposte. Et cette riposte commence dans l'esprit des peuples. Il mobilise un registre à la fois guerrier et moral, forgeant une identité de résistance avec les thèmes forts, des peuples dignes, des peuples vigilants, des peuples résilients. Ce ne sont pas des victimes, mais des acteurs de leur propre défense. L'invocation Inch'Allah, si Dieu le veut, n'est pas une simple formule. Elle ancre profondément ce combat dans la foi et la culture majoritaire de la région sahélienne, en faisant un serment à la fois spirituel et collectif. Ainsi, la résilience n'est pas une posture passive, c'est la force morale qui doit rendre vaines toutes les manœuvres ennemies. Sur cette base, il justifie la confédération. Elle n'est plus présentée comme un simple choix politique, mais comme la nécessaire réponse structurelle, l'arme institutionnelle forgée par et pour cette résilience. C'est la leçon tirée de l'histoire ancienne et récente. Face à des menaces organisées, la réponse doit être tout aussi organisée, solide et pérenne. La Confédération devient ainsi le bouclier collectif et l'outil de la souveraineté retrouvée. En 17 mois d'existence, la Confédération AES a réalisé des progrès indéniables au niveau de ces trois piliers fondamentaux. Il s'agit d'abord de la force unifiée de la Confédération sous le commandement d'un état-major intégré relativement au pilier de défense. J'aimerais à ce niveau rendre un vibrant hommage à toutes nos forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger, tout en ayant une pensée pieuse pour tous nos martyrs civils et militaires en souhaitant prompt rétablissement à nos blessés. Il s'agit ensuite de la coordination de notre diplomatie qui parle désormais d'une seule voix. Il s'agit enfin de la création de la grande banque d'investissement de la Confédération relativement au pilier du développement. C'est certainement le lieu d'adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali et président de la Confédération pour la mise en œuvre réussie de la feuille de route de l'an 1 de notre Confédération, comme l'attestent si bien les résultats tangibles consignés dans l'excellent rapport soumis à notre observation. Les peuples dignes et résilients du Sahel lui seront reconnaissants pour son leadership, son engagement sans faille et le brio avec lequel il a porté haut les idéaux de la... Le président Tchiani passe maintenant du discours des intentions à celui des réalisations concrètes. Il présente 3 piliers opérationnels de la Confédération et c'est sur là que notre analyse doit être à la fois admirative du chemin parcouru et attentive aux défis de l'avenir. Le premier pilier, c'est la force militaire unifiée. C'est le pilier le plus avancé et logiquement le premier cité. L'hommage vibrant aux troupes et aux martyrs, ce n'est pas qu'un protocole, c'est la reconnaissance du sacrifice qui rend tout le reste possible. Sa philosophie est claire, sans sécurité, pas de souveraineté, pas de développement. La création d'un état-major intégré est une étape majeure. Cependant, le défi reste titanesque face à des groupes terroristes enracinés et une géographie immense. L'efficacité de cette force unifiée sera le premier critère tangible de succès aux yeux des populations. Le deuxième pilier, la diplomatie coordonnée, une seule voix. Dans l'arène internationale, cette unité de parole est une arme démultipliée. Elle leur permet de peser, de négocier en bloc et de contrer les tentatives de les diviser. C'est une réalisation stratégique immédiate qui donne à l'AES une stature qu'aucune des 3 pays n'aurait seule. Le troisième pilier, la banque d'investissement de la Confédération. C'est le projet le plus ambitieux et, reconnaissons-le, le plus fragile sur le papier. Créer une institution financière souveraine conçue pour financer le développement selon ses propres critères est le rêve panafricaniste par excellence. C'est la clé de voûte de l'indépendance économique, mais les défis sont colossaux. D'où viendront les capitaux? Comment assurer la stabilité monétaire? Comment bâtir une confiance solide auprès des
des marchés. C'est sur ce pilier que les yeux doivent rester braqués, car il conditionne l'avenir à long terme. Enfin, son hommage au président Goïta est significatif. Il montre une souveraineté de fer entre les leaders de la transition. Cette cohérence portée par des leaderships militaires forts est un atout indéniable pour la phase de construction et de résistance actuelle. Mais elle nous rappelle aussi que le modèle politique de l'AES pour l'instant repose sur la légitimité issue de l'armée et de l'urgence. La grande question pour l'avenir sera de savoir comment et quand cette dynamique se traduira dans les institutions démocratiques pluralistes et pérennes. En dépit du contexte d'adversité sans précédent que j'ai évoqué plus haut. Mesdames et messieurs, la souveraineté à laquelle aspirent les peuples de l'AES est loin d'être un slogan. C'est un sacerdoce, un engagement quotidien qui se traduit par des actes concrets au niveau de tous les pans de la vie nationale. Elle répond à une vision stratégique clairement exprimée à travers le processus de refondation en cours dans l'ensemble de la Confédération. Le combat que mène l'AES est un combat pour la renaissance africaine. Il porte en lui les germes d'une Afrique libre et souveraine dont l'AES est l'embryon. Ailleurs, il faut se rendre à l'évidence que l'AES constitue un rempart, une digue contre l'expansion du terrorisme sur le continent. Au lieu de prendre en compte cette évidence absolue, certains pays voisins de l'AES s'obstinent naïvement à servir de base arrière aux opérations de déstabilisation orchestrées par des puissances étrangères. Il est temps que ces États se ravissent et prennent conscience que leur statut réside plutôt dans l'unité africaine, dans une franche coopération sécuritaire sous-régionale et régionale, et non dans la satisfaction d'intérêts étrangers au détriment de ceux de leur propre peuple. Mesdames et messieurs, au Sahel, nous avons fait de la sécurité un choix stratégique prioritaire contre tout autre dictat politique étranger incompatible avec nos valeurs socio-culturelles. Il y va de l'existence même de nos pays en tant que nation, car la crise sécuritaire qui sévit chez nous constitue une menace existentielle. Comme l'a dit si bien Cheikh Anta Diop, la sécurité précède le développement. Au Sahel, il n'est pas exagéré de dire que la sécurité précède tout. Je dis bien tout. Pour terminer, mesdames et messieurs, ici, le discours du président Tchani dépasse le cadre du Sahel pour se projeter dans une vision panafricaine. Il opère une élévation symbolique majeure. Le combat de l'AES n'est plus présenté comme une simple alliance sécuritaire ou une posture souverainiste. Il devient un sacerdoce, un engagement sacré pour la renaissance africaine. Cette formulation puissante place l'AES dans l'héritage des pères fondateurs du panafricanisme. Et, comme vous le notez, dans la lignée de l'historienne Cheikh Anta Diop, l'AES se présente ainsi comme l'avant-garde, l'âme brillante d'une Afrique future libre et souveraine. Cette ambition s'accompagne d'un avertissement sans ambiguïté aux pays voisins de l'espace CEDEAO, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, etc. L'accusation est extrêmement grave. Il les qualifie de base arrière pour les opérations de déstabilisation orchestrées par les puissances étrangères. C'est dire qu'il ne les considère plus comme des voisins neutres, mais comme des acteurs, volontaires ou naïfs, de la guerre hybride menée contre la Confédération. Son appel à se raviver et à privilégier l'unité africaine est un ultimatum géopolitique. Enfin, il revient à l'impératif fondamental avec une phrase choc. La sécurité précède tout. Je dis bien tout. Cette répétition est cruciale. Elle résume toute la philosophie de gouvernance de l'AES. Dans leur vision hiérarchique, il ne peut y avoir ni développement viable, ni expression démocratique formelle sans avoir d'abord terrassé la menace existentielle que représente le terrorisme. C'est le principe absolu qui justifie la priorité donnée à l'armée, la centralisation du pouvoir et certaines restrictions. Comprendre ce postulat est essentiel pour analyser toutes leurs actions politiques et leurs choix de société. Pour terminer, mesdames et messieurs, je tiens particulièrement à saluer le travail remarquable accompli par les ministres et les hauts fonctionnaires qui, durant tout le processus préparatoire de la présente session du Collège, n'ont ménagé aucun effort pour soumettre à notre examen des documents de travail de qualité
ainsi que des instruments juridiques pertinents qui nous permettront de consolider l'architecture institutionnelle et normative de notre confédération. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre le peuple de l'AES, vive l'Afrique libre et souveraine. Je vous remercie. Alors, que retenir de ce discours puissant du président Tchani? Ses points de force sont indéniables. D'abord, une clarté et une fermeté absolue. Pas d'ambiguïté sur l'ennemi, l'impérialisme et le terrorisme, ni sur les alliés. Le peuple sahélien d'abord. Ensuite, c'est un projet historique. Il ancre le combat actuel dans une longue lutte contre la domination et le présente comme un héritage légué aux générations futures. Enfin, il ne se contente pas de slogans. Il présente une structure concrète avec des institutions en construction comme l'armée unifiée, la diplomatie commune et la banque d'investissement. Mais les défis colossaux persistent et une analyse constructive doit les pointer. Le premier défi est économique. Annuler les mauvais contrats est une chose. Créer une prospérité nouvelle, attirer des investissements sans les anciens partenaires est une équation bien plus complexe. La future banque de la Confédération serait-elle à la hauteur? Le deuxième défi est politique. La souveraineté est prioritaire sur tout. Mais comment construire une légitimité durable au-delà des transitions militaires et de l'urgence sécuritaire? Quel modèle de démocratie propre émergera? Le troisième défi est social. La dénonciation des supplétifs locaux est nécessaire, mais elle comporte un risque, celui de créer une chasse aux sorcières et d'étouffer toute opposition légitime. La souveraineté se bâtit-elle dans l'unanimité ou dans les débats? Enfin, le risque d'isolement régional est réel. L'avertissement aux pays voisins est si dur que l'AES pourrait se constituer en forteresse assiégée, ce qui nuirait à son développement. En conclusion, ce discours n'est pas un simple discours, c'est un manifeste politique qui acte la rupture géopolitique majeure. En tant qu'Africain, on ne peut qu'admirer l'audace et la volonté de reprendre son destin en main. Mais en tant qu'analyste, on doit observer avec vigilance la capacité de ce projet à tenir ses promesses et à évoluer vers l'inclusion plus large. Une chose est sûre, l'AES est désormais l'épicentre d'une configuration du pouvoir en Afrique. Et ça, c'est historique. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas de liker cette vidéo, abonnez-vous et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez des points soulevés par le président Tchani. À très vite.